Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Emmanuelle Guimarès, médecin généraliste installé à Bron et depuis peu à UMG au Collège universitaire de Lyon. Et je suis accompagnée de mon collègue Benoît Blaès, médecin généraliste et aussi à UMG à Lyon depuis novembre. Et aujourd'hui, on nous a donné la mission de vous présenter notre centre de santé communautaire et planétaire qui s'appelle le Jardin. Donc, nous n'avons pas de lien avec l'industrie du médicament ou des assurances. Benoît est membre cofondateur de l'Alliance Santé Planétaire. Il est également membre du conseil d'administration de Prescrire. Alors, tout d'abord, santé communautaire, santé planétaire. On va revenir sur ces termes. Donc, la santé communautaire ou santé participative, c'est l'idée de s'appuyer sur les ressources d'un territoire, sur les habitants de ce territoire pour monter des actions de santé. C'est aussi l'idée de reconnaître qu'il y a des inégalités en santé et de pouvoir les identifier, les recueillir pour, en tout cas, recueillir les besoins de santé pour mieux y répondre. Le centre de santé, on l'a réfléchi pour en faire un lieu de soins, mais aussi un lieu de vie. Donc les habitantes de Bron peuvent venir participer aux activités. Ils peuvent même proposer des activités et en quelque sorte être acteurs aussi de leur santé au sein du centre. Je ne vais pas revenir sur les déterminants sociaux de la santé. On en a parlé dans les deux précédentes présentation, mais on sait que, en effet, le contexte économique, les conditions de travail, tous ces éléments ont une incidence sur la santé et peuvent du coup avoir tout à fait une incidence sur la santé et dégrader la santé des individus. Et dans la santé communautaire, ce qu'on fait, c'est l'idée, c'est d'en prendre conscience et de l'intégrer dans la prise en charge globale du patient, qui est en fait une des compétences du médecin généraliste. Oui. Alors, je ne vais pas non plus représenter la santé planétaire. Nicolas et François nous ont vachement mâché le travail, c'est pratique. Juste vous proposer une petite, un exemple, un modèle. Donc ça, c'est les limites planétaires, une façon de représenter les écosystèmes dont dépendent la santé du vivant et la survie, dont 6 sont déjà franchis sur 9. Oups. Et cette théorie du donut de Kate Raworth, donc c'est un truc économique à la base, hein, c'est pas vraiment pour parler de santé, mais qui décrit voilà, l'espace sûr et juste pour l'humanité qui se situe en fait entre le plafond environnemental à ne pas dépasser pour pas se mettre en danger et le plancher social, c'est-à-dire ce à quoi toute personne a droit en termes de santé, d'éducation, d'accès à l'emploi, à la culture, au bien-être. Et quand on fusionne les deux, ça donne ce truc-là. Qui est un peu le défi que nous on se donne en articulant santé communautaire et planétaire, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a au niveau de la santé notamment des inégalités sociales et territoriales de santé qui font que tous et toutes n'ont pas un accès suffisant à la santé, et donc il y a un travail d'aller vers et de prise en compte de ces inégalités pour augmenter le niveau de santé des personnes qui n'ont pas un bon niveau de santé, tout en proposant un système de soins qui va pas dépasser le plafond écologique et qui ne va pas contribuer à accentuer le changement climatique. Donc, rapidement, je vais présenter le jardin quand même. Donc c'est un centre qui s'est monté sur une association. Donc on est une association, on fonctionne en autogestion. On est installé dans les locaux du CMP de Bron, c'est-à-dire qu'on a une collaboration aussi avec les médecins psychiatres. Nous sommes 13 professionnels de santé, dont 3 accueillantes, une médiatrice en santé, 2 coordinatrices et 6 médecins. Et on a ouvert le 15 novembre 2022, donc ça fait tout juste 1 an qu'on est ouvert. Alors, en pratique, comment on intègre les principes de la santé planétaire dans l'exercice de la médecine générale? Là, on avait envie de vous présenter comment on fonctionne en consultation, comment on propose aussi des soins collectifs, et puis parler du jardin partagé, parce qu'on a un jardin dans le jardin, et aussi notre objectif d'être un lieu de formation, peut-être sur la santé planétaire, et aussi un centre de recherche en santé planétaire. Alors, la consultation.
comment ça se passe quand on reçoit le patient. Déjà, on lui explique les termes santé communautaire, santé planétaire, très bien. Et puis, on lui explique aussi comment on fonctionne, comment le cabinet fonctionne, et cette envie de réduire notre impact dans notre activité de soins. Donc, ça reprend les 3 R qu'avait présenté François. Donc, c'est limiter les draps d'examen, déjà. Proposer aussi pour les soins de gynéco en fait, des spéculums qu'on aura stérilisés, même pour la petite chirurgie de la stérilisation, donc réutiliser des dispositifs médicaux. Et puis aussi nettoyer les embouts otoscopes. Donc c'est des choses très simples en soi. On a aussi l'idée de tenir compte du contexte socio-environnemental. Donc dans nos dossiers médicaux, on a choisi de structurer un petit peu ces dossiers en questionnant systématiquement sur les conditions de travail des patients qu'on reçoit, et aussi de questionner sur leur environnement de vie. Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'ils sont à proximité d'un parc? Voilà, c'est aussi ça qu'on a voulu intégrer dans nos dossiers médicaux. Et puis, on collabore avec une médiatrice en santé. Elle a un travail auprès des personnes plutôt dans des situations de précarité, un travail d'éducation sur l'accès aux soins, sur quand est-ce qu'on consulte le médecin généraliste, aussi travailler sur mes droits en santé et comment je peux aussi aller recourir aux droits communs, c'est-à-dire plutôt consulter une assistante sociale pour un autre besoin de santé qui est non médical. Donc c'est aussi une manière de rationaliser le recours aux médecins généralistes et à la consultation. On a également la possibilité, on s'est organisé pour avoir des temps de travail entre médecins pour regarder nos prescriptions, qu'elles soient médicamenteuses ou des prescriptions d'examen complémentaires, et essayer de les réfléchir en fonction des données scientifiques récentes. Et on s'est aussi questionné sur des ordonnances pour des motifs de consultation fréquentes, comme pour des rhinopharyngites, sur des dispositifs médicaux à proposer sur ces ordonnances, et mettre des fois des recettes de sérum physiologique qu'on peut intégrer. Et puis, on a aussi un temps de consultation de 30 minutes qui permet d'expliquer en fait ces ordonnances, parce que c'est bien de les prescrire, mais d'expliquer pourquoi on a choisi ce dispositif-là, pourquoi on a fait le choix aussi de limiter les aérosols pour l'asthme. Et ça, c'est un temps qui est nécessaire. Et il y a des études qui montrent que plus on prend du temps avec les gens pour leur expliquer, déjà meilleures sont nos prescriptions, et l'adhésion aussi, elle semble meilleure. Alors, le soin par le collectif, au centre de santé, on propose des cafés santé. Donc, c'est un moment où les habitants de Bron viennent discuter de leurs problématiques de santé, de leurs questionnements sur leur santé. Et à partir de ces cafés santé, on peut des fois choisir un thème qui mène à un atelier de promotion de la santé. Donc, on a fait un atelier sur le diabète. On a fait aussi un atelier sur l'arthrose, par exemple, pour répondre à des questions simples sur la physiologie, de comment fonctionne cette pathologie. Donc ça, c'est des ateliers qui sont gratuits, ouverts à tous. Puis on propose aussi des ateliers de soins collectifs. Là, c'est plutôt sur une orientation du médecin qui a repéré une problématique bien précise. Donc on a des ateliers sur les troubles du sommeil. Et si un médecin essaie de discuter pour éviter de prescrire un médicament, il a comme alternative de proposer cet atelier. Donc, c'est des ateliers de 2 heures. C'est 6 séances de 2 heures sur 6 semaines, en fait, où on travaille un petit peu on travaille sur les croyances autour du sommeil, et on essaye de réduire un petit peu, d'améliorer la qualité du sommeil des personnes. Ces ateliers, on a l'impression que ça a permis de créer un lien de solidarité avec les gens. C'est aussi un moyen de valoriser l'expertise du patient dans les ateliers et de discuter un petit peu de son savoir expérientiel, et puis de le mettre en balance avec nous, les données de la science, et te dire on peut justement fusionner un petit peu les deux pour avoir une démarche médicale partagée, en fait, une décision médicale aussi partagée. Et puis, j'ai l'impression que ces ateliers ont transformé aussi la relation de soins qu'on a avec les habitants de Bron. Là, c'est l'exemple du menu. Donc, le menu, c'est un document qu'on donne à l'accueil. Les patients peuvent le feuilleter en salle d'attente en attendant la consultation.
Et là, par exemple, en février, on a proposé une visite du fort de Bron comme atelier, une balade en plein air, donc pour faire un peu d'activité physique. Puis il y avait aussi Mes droits santé, animé par la médiatrice en santé. En mai, on avait d'autres activités aussi gratuites sans inscription autour de l'alimentation, vers une alimentation saine. On a été accompagné par un collectif VRAC sur plusieurs cycles autour de l'alimentation saine, biologique aussi, et en circuit court. Et en fait, le 16 mai, on a fait un repas avec les habitants de Bron, un repas végétarien, équilibré. C'était vraiment très, très chouette. Ok, alors du coup, je vais vous parler un peu d'éco-soins, d'éco-conception des soins. Alors vous allez voir, en fait, c'est pas beaucoup, c'est pas des actions paillettes, c'est pas du greenwashing, c'est pas de la poudre qu'on rajoute par-dessus l'exercice habituel, c'est plutôt une façon de modifier vraiment ce qui est au cœur de notre pratique, et notamment en particulier en soins primaires, l'impact écologique, il est principalement lié aux émissions indirectes, donc aux prescriptions de médicaments, de dispositifs médicaux et d'examens. Et du coup, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir nos prescriptions, notamment. Donc pour essayer de modéliser ça et de vous présenter en fait 2 cas cliniques pour expliquer comment on essaye de le faire au centre de santé. Je l'ai décomposé en 5 étapes. La première, c'est d'être formé et d'avoir le temps. Le deuxième, c'est de diminuer l'impact. Évidemment, on ne peut pas toujours tout changer d'un coup, mais on peut peut-être déjà faire un petit peu mieux. Le troisième, c'est le juste soin, l'idée d'avoir des prescriptions basées sur les preuves et de prendre le temps de réévaluer les thérapeutiques. Le quatrième, et c'est le cœur, c'est comment on fait pour réduire le besoin en proposant des interventions non médicamenteuses. Et enfin, peut-être des prescrire. Je vais vous présenter du coup le cas clinique de Nathalie. C'est une femme de 45 ans qui vient parce qu'elle a des douleurs chroniques depuis des années et des années, et pour lesquelles elle prend donc des traitements antalgiques de façon quotidienne, associant du paracétamol, un palier 2, le tramadol, et un anti-inflammatoire, à la fois en forme de gel et en comprimé, le diclofénac. Alors il se trouve que pour moi, le diclofénac, ça fait tilt. Et c'est tant bien parce qu'en plus, il est vachement facile celui-là comme exemple parce que c'est sorti récemment d'en prescrire. On sait que le diclofénac, il a un impact environnemental qui est plus important que les autres anti-inflammatoires de sa catégorie. Il est retrouvé dans 30% des eaux de surface et il a un impact sur le système rénal de certains poissons et de certains oiseaux et donc il nuit à la biodiversité. Il se trouve que, par ailleurs, c'est un médicament qui n'a pas d'efficacité supérieure aux autres anti-inflammatoires, alors qu'il présente un profil d'effet indésirable cardiovasculaire plus chargé. Et enfin, il se trouve qu'en traitement journalier, il coûte plus cher qu'une alternative comme l'ibuprofène. Donc on est dans une situation de co-bénéfice santé individuelle, environnement et dépenses de santé. Donc on a un intérêt majeur à proposer une alternative à Nathalie. Et donc je lui ai proposé, sans chambouler globalement son plan de soins pour l'instant, de passer à de l'ibuprofène. Et puis au fur et à mesure qu'on se revoit, de questionner globalement la pertinence de sa prise en charge. Et notamment, il n'y avait plus que le traitement médicamenteux, il n'y avait pas de prise en charge, notamment en kinésithérapie. Elle n'avait pas été adressée à un centre de la douleur, donc on a essayé d'avancer un petit peu sur ces choses-là. Et au niveau vraiment purement médicaments, elle ne prenait que des médicaments de la douleur aiguë, dont on sait qu'ils ne sont pas hyper pertinents, notamment sur les lombalgies et tout. Et du coup, je lui ai proposé peut-être d'essayer un traitement qui est plus adapté pour les douleurs chroniques et les lombalgies chroniques, pour réduire la consommation de médicaments inutiles, voire dangereux. Et puis ensuite, donc, partie 4, comment on fait pour réduire le besoin? Parce qu'évidemment, tant qu'elle ressentira des douleurs, qu'elle n'aura pas les ressources pour gérer, elle aura besoin de s'appuyer sur les ressources médicamenteuses. Eh bien, c'est là que la question du suivi longitudinal et du temps long en consultation entre en jeu. C'est qu'on a pu, avec cette personne, remarquer en fait que ces douleurs, elles étaient reliées à des événements de vie. Notamment, cette personne, elle a vécu des violences conjugales pendant très longtemps, dont elle n'avait jamais parlé. Et il persiste, en fait, là, elle est séparée depuis quelques années, mais il persiste encore des violences administratives et financières, les papiers du divorce, la maison, etc. Et en fait, ces poussées douloureuses étaient rythmées par ces événements-là. Et du coup, on a pu en parler et proposer une prise en charge sur un peu les éléments de stress post-traumatique et aussi l'adresser à des partenaires du territoire, notamment le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui, sur notre territoire, organise des groupes pour des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Et puis, du coup, on a
on l'a incluse dans le groupe de soins collectifs sur les douleurs chroniques. C'est des ateliers, comme disait Emmanuel, de plusieurs séances en fait. À chaque séance, on intègre des nouveaux éléments conceptuels dans une approche de rétablissement et les personnes vont mettre en œuvre des choses dans leur quotidien pour transformer ces concepts-là en comportement. C'est basé sur des outils de thérapie cognitivo-comportementale. Et en l'occurrence, ça a vachement bien marché pour elle. Elle s'est vraiment investie dans ce groupe-là, au point qu'elle a été assez motrice et modèle en fait, pour les autres personnes du groupe, en montrant qu'elle reprenait du pouvoir d'agir, qu'elle identifiait des liens entre ses éléments de vie, ses comportements et ses douleurs. Et donc, ça lui a permis de mieux vivre et de reprendre des activités. Et donc, sur l'étape des prescriptions, alors, en fait, évidemment, on n'est pas arrivé à un stade où on pouvait se passer de tout médicament. En revanche, elle a réduit sa consommation de médicaments en ne les prenant qu'en cas de besoin. Je vais vous parler de Claudine. Donc, c'est une patiente de 85 ans qui venait pour une demande de nouveaux médecins traitants, qui avait comme principale problématique une insomnie chronique avec une prise de traitement psychotrope. Donc cette patiente, Claudine, elle a été vue par une collègue du centre qui a identifié en fait une patiente qui avait un syndrome anxio-dépressif non suivi avec une prise de traitement par fluoxétine de 4 à 5 comprimés par jour, avec aussi des hypnotiques le soir pour dormir. Donc notre collègue était très surprise et elle a ressenti un malaise face à cette prescription de son ancien médecin traitant. Et elle a eu beaucoup de mal à renouveler cette ordonnance. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'on en a parlé en fait en réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'équipe du CMP. Donc la psychiatre, en effet, était assez interloquée. Et puis elle a proposé un protocole pour réduire la prise de traitement. Donc c'était la première étape, réduire la prise de fluoxétine. La patiente a adhéré en fait au protocole de soins, donc ça allait plutôt bien. Et puis, par contre, le problème de l'insomnie persistait. Donc, la médecin en question nous l'a orientée sur l'atelier de soins collectifs sur les troubles du sommeil. Donc, on a pu suivre conjointement avec une infirmière du CMP, parce que ces ateliers sont aussi animés par l'infirmière du CMP. Cette patiente sur 6 séances. Donc on a exploré aussi d'autres problématiques au domicile. En fait, c'est une patiente qui vivait seule avec son mari de 91 ans, avec un syndrome d'Alzheimer. Donc c'était l'aidante principale. Elle avait très peur le soir. Elle avait aussi beaucoup de difficultés à dormir parce qu'elle avait cette hypervigilance dans le cadre de la surveillance de son conjoint. Le fait aussi de co-animer ces ateliers avec les infirmières du CMP, ça a permis de recréer en fait un lien de confiance avec la psychiatrie, parce que cette patiente, au départ, a refusé de reconsulter un psychiatre alors qu'elle avait besoin d'un suivi, et ça a permis de recréer un lien au travers d'un suivi longitudinal, comme tu dis, et puis de ces périodes de temps longs. Et elle a accepté finalement de reprendre rendez-vous avec le CMP pour son suivi. Oui, alors il nous reste 3 minutes, du coup je vais faire très vite. Donc on a un projet de jardin partagé. On a été accompagné par une association qui s'appelle le Passe Jardin pour monter en fait un espace collectif. Donc on a eu des réunions avec des habitants, habitantes, les professionnels du centre et les professionnels du CMP pour réfléchir aux usages de ce jardin, comment on veut l'aménager, comment on veut l'habiter, quel type de règlement intérieur on veut mettre en place. Ça c'est en lien aussi avec le fait qu'on sait que l'exposition à la nature, elle a des bienfaits pour la santé physique et psychique qui sont déjà bien démontrés. Et par contre, ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre en soins premiers, comment on peut, nous, en tant que professionnels, favoriser des contacts pertinents avec la nature pour améliorer la santé des personnes. Et du coup, on va participer à un projet de recherche, NAFEA, qui va justement étudier la prescription de nature. Et c'est une recherche participative dans laquelle on va associer des usagers, des professionnels de santé et les chercheurs pour co-construire ces différentes interventions, leur mise en œuvre et leur évaluation. Et puis, on essaye aussi d'être engagé dans la recherche à plein de niveaux. On a un projet avec les universités, notamment sur Lyon, la boutique des sciences, qui met à disposition des étudiants en master pour aller explorer les questionnements et les enjeux de recherche de la société civile. Et donc là, on les a sollicités pour travailler autour des enjeux de participation en santé. Et puis, il y a aussi un autre projet beaucoup plus large que nous, qui est le projet SHEPMED, qui, justement, par rapport à ce que disait François, il y a des difficultés, et Nicolas, sur les difficultés
d'explorer en fait scientifiquement la question des perturbateurs endocriniens, des changements climatiques. C'est des choses qui font appel à des disciplines plurielles. Et donc c'est un projet de recherche vraiment transdisciplinaire dans lequel on espère pouvoir participer prochainement, et notamment sur des questions un peu spécifiques à la santé planétaire, comme la question de la justice distributive, des indicateurs communs de santé planétaire, etc. Et donc, je voulais juste finir, c'était pour dire que aussi un soin plus écologique, c'est avant tout un soin plus pertinent. Ça permet de réduire les prescriptions. Et terminer sur cette illustration de la Wonka, des compétences du médecin généraliste, qui les ancre dans un terreau commun qui est justement l'approche santé planétaire. C'est-à-dire que finalement, cette démarche-là, maintenant, elle est au cœur du rôle de médecin généraliste. Merci.